Drame de l'autodéfense à Béziers, un buraliste a tué la nuit dernière un homme qui tentait de voler la voiture de son fils. Il est actuellement en garde à vue. Reprise partielle de l'activité du pôle chimique à Toulouse. 6 mois, jour pour jour après l'explosion d'AZF, 2 des 6 entreprises du site, les plus modestes, seraient sur le point d'obtenir l'autorisation de redémarrer. Les déboires d'une vedette de la bourse et du capitalisme à la française, France Télécom annoncera demain matin des pertes records entre 6 et 10 milliards d'euros. Rude secousse pour le 1,5 million de petits actionnaires. Le titre a été divisé par 8 en 2 ans. Le retour des Brigades Rouges en Italie. Le groupe terroriste d'extrême gauche revendique l'assassinat hier soir d'un conseiller du gouvernement. Marco Biaggi a été tué de 2 balles alors qu'il rentrait chez lui à vélo. L'événement stupéfie les scientifiques. Une énorme calotte glaciaire, grande comme la moitié de la Corse, s'est disloquée dans les eaux de l'Antarctique, un effet du réchauffement du climat. Bonsoir à tous, merci de votre attention. Avant de développer ces titres, et puisqu'il est question du climat, une bonne nouvelle, c'est le printemps, saison de la douceur, saison des amours. Image tournée aujourd'hui dans les Dombes, près de Lyon, de l'arrivée de ces cigognes venues d'Allemagne pour nidifier et préparer donc la descendance. Quant à la douceur, elle est aussi au rendez-vous, jusqu'à 23 degrés aujourd'hui à Marseille, et ça va continuer, précision de Patrice Drevet tout à l'heure. Direction Béziers, donc, avec la mort de cet homme de 25 ans, déjà connu des services de police. Il était 2 heures la nuit dernière lorsqu'il a été surpris en train de voler une voiture. Le propriétaire est descendu avec son chien. Son père, resté dans l'appartement, a tiré de sa fenêtre. Sur place, Karine Comazzi, Pascal Ponce. Parce qu'il tentait de cambrioler une voiture, Jérémy est mort ici, la nuit dernière, d'un coup de fusil dans le dos. Le couple de buralistes et leur fils ont surpris en plein forfait les jeunes voleurs âgés de 24 et 14 ans. J'ai entendu des coups de fusil. Alors c'est pour ça que bon, sur le coup ça m'a fait drôle, donc je me suis mis à la fenêtre, j'ai vu le monsieur déjà par terre. La communauté gitane à laquelle appartenait Jérémy est sous le choc, mais avec elle, tout ce quartier qui dit son ras-le-bol de la violence. Moi j'habite juste à côté, j'ai peur de sortir, chercher mon pain, j'ai peur d'aller chercher des cigarettes, j'ose plus sortir quoi. Tu n'exagères pas un peu? Non, c'est ça. Un buraliste qui tue un jeune aujourd'hui, des jeunes qui tuent un buraliste il y a 2 ans, un commissariat attaqué au lance-roquettes l'an dernier, l'inventaire des violences quotidiennes place Béziers à la tête de la région en matière d'insécurité. Les délinquants dans cette ville considèrent que le terrain leur est acquis parce qu'il y a un sous-effectif policier évident, que la nuit ils savent qu'ils n'ont quasiment aucun risque d'être pris en flagrant délit, moyennant quoi l'exaspération monte. Et ce sont les citoyens qui se font justice, ce qui est inadmissible. Ce soir, Béziers espère simplement ne pas connaître une nuit de violence. Cette affaire n'est pas la première du genre, mais ces réactions d'autodéfense, comme on dit, restent relativement rares. Retour sur les derniers dossiers, Jérôme Soulard. Depuis plus de 20 ans, les chroniques judiciaires françaises ont vu se multiplier ces faits divers tragiques où l'agressé devient soudainement meurtrier. En 1991, par exemple, Michel Popion tue à coups de fusil de chasse un homme surpris en train de voler ses carottes. La cour d'assises de Vendée le condamne à 3 ans de prison, mais avec sursis. Les jurés populaires non professionnels ont retenu la légitime défense, pourtant non avenue juridiquement. Il est clair que les jurés vont ressentir un sentiment de parenté avec celui qui s'est trouvé l'objet d'une tentative de vol. Et même s'ils considèrent que sa riposte meurtrière, c'est trop, ils vont tout de même admettre que s'il n'y avait pas eu cette provocation, il n'y aurait pas eu de geste meurtrier. Autre exemple, Cannes, 1991, un bijoutier attaqué tue son agresseur. Légitime défense avérée, après une nuit en garde à vue, il est relaxé. Je savais qu'à partir du moment où si je devais tirer, à ce moment-là, je devais le neutraliser très très vite. Chez les familles de ces cambrioleurs assassinés, il y a toujours ce sentiment d'injustice profond. Comme ces proches du jeune Ali tué par une boulangère agressée, elle aussi sera acquittée. On peut être le père ou la mère d'un délinquant. On ne peut pas pour autant admettre que ce délinquant, qui méritait 1 an, 2 ans, 3 ans de prison, je ne sais pas, mais une peine, se soit tout à coup vu tué dans une réaction excessive. Les mêmes parents qui disent « mon fils devait être jugé, il méritait peut-être d'être condamné, mais il ne méritait pas la mort ». En 20 ans de chronique judiciaire, il n'existe quasiment aucune lourde condamnation pour des faits similaires.
La présence des jurés populaires en cour d'assises en est sans doute l'une des explications. Autre type de réaction face à l'insécurité, la mobilisation des riverains de l'Espar dans le Médoc, 5000 habitants, théâtre récemment de plusieurs attaques à la voiture bélier. Désarroi des commerçants de ce village qui organisait ce mercredi une journée ville morte. Reportage David Bazier, Vincent Pacifico. À l'heure de l'ouverture ce matin, on fermait boutique à l'Espar. Tous les commerçants de la petite commune rurale étaient dans la rue. Ici, on est à la campagne, en plein Médoc, à 1h15 de Bordeaux, mais depuis peu, on découvre les attaques à la voiture bélier. Dernière victime, le vendeur de vêtements. Ils prennent leur élan depuis la route, ils foncent dans le magasin en marche arrière pour pouvoir repartir, je suppose. L'épicier, lui, a gardé son stylo sur l'oreille, mais il est de la manif, car sa petite alimentation tabac, qui ne paye pas de mine, a déjà été cambriolée 6 fois. Ici, j'ai une bombe, vous voyez, j'ai une bombe ici, comme ça. Là, ici, en haut, montre-nous, monsieur, j'ai un air de bœuf. J'ai derrière un fusil dans la réserve. Drôle d'ambiance pour une campagne tranquille, et chacun partage la même inquiétude. Un déplacement qui se crée de délinquance, les grandes villes étant sous haute surveillance, celles-ci se déplacent sur des sous-préfectures ou sur des petites villes. C'est le cas ici. C'est le cas ici. Alors on interpelle monsieur le maire. Je ne peux avoir que 2 policiers municipaux. Bon, un est handicapé depuis 6 mois, 8 mois, et la loi ne me permet même pas de le remplacer. Restent les gendarmes qui se refusent à tout commentaire. 95% des agressions sont faites la nuit. Il faut faire des tournées continuellement la nuit. Il n'y a pas de gendarmes la nuit. Mais ils peuvent pas travailler le jour et puis être là la nuit, c'est pas possible. Bref, à l'Espar, c'est comme si la maréchaussée ne suffisait plus. Incident chimique dans une usine de traitement de métaux à Issoire en Auvergne. Un échauffement a provoqué un dégagement de vapeur toxique. 3 employés sont incommodés. L'ensemble du personnel a été évacué, ainsi que celui d'une usine voisine. L'autoroute A75 est restée fermée plusieurs heures. Les pompiers sont sur place. Vous l'avez vu, le sinistre a été circonscrit d'après eux. On attend maintenant que les vapeurs se dissipent. Demain, journée du souvenir à Toulouse, 6 mois jour pour jour après la catastrophe d'AZF. Et on apprend que 2 des 6 usines du pôle chimique pourraient donc être rouvertes. Séverine Lebrun. Puisque quelque chose de parfait nous a pété à la gueule, quelque chose qui a été endommagé, un jour ou l'autre nous repétera à la gueule. C'est l'affrontement de 2 logiques. D'un côté, les salariés du pôle chimique toulousain, privés d'emploi depuis 6 mois. De l'autre, famille de victimes, habitants de Toulouse, traumatisés par l'explosion. C'est insupportable de savoir que l'on peut imaginer qu'il y ait une reprise partielle de ce site chimique quand on sait les dangers que nous aurons à encourir par la suite. Et pourtant, le préfet serait sur le point d'autoriser la réouverture des 2 plus petites entreprises du site toulousain. Au total, une 60aine de salariés retrouveraient leur poste sur plus de 1000 actuellement au chômage. Une condition, le phosgène, un gaz extrêmement dangereux, serait totalement proscrit sur le site. Selon les expertises, les 2 usines concernées ne représenteraient pas une menace pour la population riveraine. Des conclusions très loin d'apaiser les inquiétudes des Toulousains. La santé publique encore, la France lance un plan d'éradication contre la tremblante du mouton à titre de précaution, précisent les autorités, car rien n'indique qu'il y ait des risques pour la santé humaine. On estime que 2% du cheptel serait atteint. Première mesure, 100 000 tests aléatoires de dépistage à l'abattoir ou à l'équarrissage. Seconde mesure, des tests génétiques pour tous les ovins. Les animaux les plus sensibles seront abattus. Laurence Decherf, Sylvain Daubat. Il est beau, mais fragile. Cet agneau des Causses du Lot est facilement touché par la tremblante. Seule solution pour Pascal, qui les élève, les sélectionner génétiquement. Une technique qu'il applique déjà depuis plusieurs années. Donc, cet agneau est né d'une brebis qui a été accouplée avec un bélier qui est résistant à la tremblante. Et donc dans 1 semaine ou 2, on va lui faire une prise de sang pour déterminer si lui aussi est résistant. Le but, éradiquer cette maladie du mouton en supprimant tous les animaux non résistants dans les troupeaux touchés. Car derrière la tremblante pourrait se cacher la maladie de la vache folle. 2 maladies à prion avec les mêmes symptômes. Mais à la différence de la tremblante, l'ESB est transmissible à l'homme. En laboratoire, on sait que cette même ESB est capable de passer de la vache au mouton. Il n'a jamais été trouvé d'ESB dans la nature. On est toujours sur des cas de tremblante. La tremblante qui existe déjà depuis des siècles, qui n'a jamais fait mal à personne. Donc aujourd'hui, pourquoi trouverait-on de l'ESB chez le mouton? Aucune preuve, mais un risque.
Avant leur interdiction totale, les farines animales ont pu être utilisées par certains éleveurs de moutons. L'hypothèse, on ne peut pas l'exclure, même si c'est une hypothèse qui ressemble un peu à rechercher une aiguille dans une botte de foin. Donc ça explique pourquoi il faut prendre des précautions. En espérant supprimer la tremblante d'ici 5 ans, la France veut préserver la filière et les consommateurs, même si les Français mangent 60% de moutons venus de l'étranger. Économie, c'est une autre bonne nouvelle. Le prix du gaz devrait baisser à partir du 1er mai prochain, conséquence des bons résultats de Gaz de France qui a doublé ses bénéfices l'an dernier. Ils ont été annoncés aujourd'hui. Il faut dire que les tarifs ont augmenté de plus de 30% en moyenne sur 2 ans, puisqu'ils sont indexés sur les cours du pétrole et du dollar. Tendance inverse pour France Télécom, donc, avec ses pertes records dues à un endettement massif. Le chiffre officiel sera communiqué demain matin. L'annonce sera suivie de près par le 1,5 million de petits actionnaires. La valeur du titre, écoutez bien, a été multipliée par 8 après son introduction en bourse, il y a un peu plus de 4 ans, mais elle est quasiment revenue à son niveau initial. François Baudonnet, Michel Levasseur. Le premier cours de France Télécom. 215 francs, bravo. Cette euphorie, elle va durer 3 ans. 3 années au cours desquelles la stratégie de France Télécom est saluée par tous comme un exploit. À commencer par les Français. Dès son entrée en bourse, ils sont 4 millions à se ruer sur le titre. Et ils ont raison. En 2 ans et demi, le cours de l'action est multiplié par 7. La folie de l'Internet est passée par là et tous les analystes recommandent chaudement d'acheter. France Télécom a su saisir le tournant de la nouvelle économie, le tournant à la fois de la téléphonie mobile et le tournant d'Internet. Et c'est pour ça qu'Itinéris et Wanadoo, ça fait rêver. Aujourd'hui pourtant, ce sont les mêmes qui, pour définir la situation de France Télécom, parlent de cauchemar. Si France Télécom aujourd'hui n'était pas adossée à l'État, France Télécom serait en faillite. Plus personne ne lui ferait confiance, ni prêteur, ni investisseur. Entre ces deux dates, que s'est-il donc passé? France Télécom est devenu l'un des plus grands opérateurs au monde, mais au prix d'acquisition que beaucoup jugent inconsidéré. Plus de 35 milliards d'euros pour le seul britannique Orange. Aujourd'hui, il en vaudrait 10 de moins. Conséquence, les dettes sont colossales et le cours de l'action en chute libre. Cet homme, nous l'avons rencontré en 97, au moment de l'entrée en bourse. C'est une affaire qui est bien gérée, qui gagne de l'argent et qui normalement devrait faire un bon parcours boursier. 5 ans après, ce petit actionnaire parle d'erreur de management, mais il veut rester confiant. Si les dirigeants se ressaisissent et reprennent une gestion normale, s'ils éliminent tous leurs déboires actuels, France Télécom reste valable. Dans combien de temps? Ça, je ne peux pas vous le dire. Il est vrai qu'au quotidien, les affaires de France Télécom sont florissantes. Demain, l'opérateur pourrait même annoncer un chiffre d'affaires record. Reste à savoir si cela sera suffisant pour rassurer les marchés et ceux qui doutent de la stratégie de Michel Bon. Et puisqu'on évoque les marchés, le grand défi d'Alain Afflelou, 3e réseau d'optique français, il a décidé d'introduire son groupe en bourse. La conjoncture serait porteuse, vieillissement oblige, on n'a jamais acheté autant de lunettes en France. Céline Crespi, Aurélie Legrand. Monsieur, regarde les biches, la petite lunette, j'ai un tout petit visage. Pas facile de se décider devant des centaines de paires de lunettes. Il y a 20 ans, on en avait honte. Aujourd'hui, les lunettes, c'est une affaire de look. Voilà, ça me donnait un style, voilà. Donc quand je les mets, ça change, ça fait un style dans l'optique. Mais là, ils sont sales. Non, je regarde d'abord pour savoir quelle monture je vais prendre. Bon, j'essaye d'être avec mon temps. Les lunettes, ça reflète notre personnalité quand même. Avec une croissance de 4% par an, le marché de la lunette est très lucratif. Un marché de près de 3 milliards d'euros est très prometteur vu l'allongement de la durée de la vie. Chez le leader, on l'a bien compris et on parie sur la presbytie, le défaut de l'œil qui vieillit. La pyramide de l'âge augmente continuellement, donc c'est un réseau, un secteur qui est en expansion. Et aujourd'hui, eh bien, si les verres progressifs représentent sur le marché français 27% des équipements vendus, chez Optique 2000, nous sommes à plus 35% sur cette vente d'équipements. Afflelou, qui a échoué dans sa tentative de rachat de l'ISAC il y a 2 ans, rentre aujourd'hui en bourse. La seule façon pour lui de s'étendre en Europe. Il n'y a pas de raison, si vous voulez, qu'un opticien d'Amsterdam ne puisse pas s'installer en France et vendre des lunettes. Et réciproquement, qu'un opticien français, que notre enseigne ne puisse pas s'installer à Amsterdam, à Madrid ou à Milan. La France compte aujourd'hui 8000 magasins d'optique. La moitié sont des indépendants, mais qui ne réalisent qu'un quart des ventes, grignotées chaque année par les grandes marques et la grande distribution.
En bref, quasiment pas de bus aujourd'hui à Lyon. Grève à l'appel des syndicats, elle porte principalement sur les salaires. Attention, le mouvement est reconduit demain. La stupeur en Italie qui voit ressurgir le spectre des Brigades Rouges. L'attentat qui a coûté la vie à un conseiller gouvernemental la nuit dernière a été revendiqué par ce groupe terroriste qui avait sévi dans les années 70. À Rome, nos correspondants Isabelle Stès, Dominique Merlin. Exécuté par un commando à la porte de son domicile. 2 balles dans la nuque, alors que ce docteur en économie très estimé rentrait de l'université en bicyclette. Pas d'escorte policière, et pourtant Marco Biagi avait exprimé son inquiétude récemment. Sur les lieux, 2 étoiles à 5 branches, le symbole des Brigades Rouges, c'est en leur nom qu'un homme a revendiqué l'assassinat. Ce conseiller du ministre du Travail était menacé, comme toutes les personnalités qui collaborent aujourd'hui avec le gouvernement Berlusconi sur des réformes très contestées. Le gouvernement continuera sa politique de changement et de réforme. Dans un contexte d'extrême tension sociale, cet assassinat ravive la peur des années de plomb, lorsque les Brigades Rouges ensanglantèrent l'Italie. Souvenez-vous, l'exécution d'Aldo Moro, le chef de la démocratie chrétienne, en 1978. On croyait le réseau d'extrême gauche démantelé, mais en 1999, un groupe héritier des brigadistes revendiquait l'assassinat d'un autre économiste engagé lui aussi dans des réformes gouvernementales. C'est la même arme qui aurait tué les 2 hommes. Il y a 3 semaines, un attentat à la dynamite contre le ministère de l'Intérieur avait sonné l'alerte face à un retour de la violence politique. En dépit de l'appel au dialogue social lancé par Silvio Berlusconi, les syndicats maintiennent la manifestation samedi contre les réformes du gouvernement. Un rassemblement national qui dénoncera dans le même temps le terrorisme. Et première manifestation en attendant dès ce soir à Bologne, à l'appel des syndicats et des partis de gauche. Environ 20 000 personnes se sont rassemblées sur la place centrale de la ville contre le terrorisme. Le Proche-Orient, l'accalmie n'aura pas tenu longtemps. Attentat suicide sanglant ce matin dans le nord d'Israël, dans un autobus qui reliait Tel Aviv à Nazareth. Bilan 7 morts plus le kamikaze et 6 blessés graves. Attentat revendiqué par le djihad islamique, condamné par l'autorité palestinienne, mais Israël en rend Yasser Arafat responsable. Nous prendrons les mesures qui s'imposent, indique Ariel Sharon. Une réunion importante pour la négociation d'une trêve vient de débuter ce soir. Israël qui, pour déjouer ces attentats, compte principalement sur le renseignement humain, sur des informateurs. Certains sont aussi protégés que les repentis de la mafia en Italie. Il est très rare de les entendre. Nos envoyés spéciaux Vincent Nguyen et Mossi Harmon ont pu rencontrer l'un d'entre eux. Cet homme est palestinien, mais il possède des papiers israéliens et habite dans l'État juif. C'est d'ailleurs en hébreu qu'il va nous parler, mais sans montrer son visage. Il y a quelque temps, en Cisjordanie, il a collaboré avec le Shabak, la sécurité israélienne, en identifiant des activistes palestiniens. Je n'ai pas le sentiment d'avoir trahi les miens, mais j'ai offert mon âme à Israël parce que j'aime ce pays. Pour moi, un homme qui marche dans la rue ou un gosse qui va au jardin d'enfants ne mérite pas de mourir dans un attentat. Je n'ai pas fait ça pour l'argent, j'ai simplement aidé. L'État d'Israël lui a donné un appartement et une pension de 1 300 € par mois. Il vit au nord du pays avec sa femme et ses 3 enfants, scolarisés dans un établissement arabe chrétien. Discret sur son passé, il est persuadé que tout le monde est au courant. Or, aujourd'hui, il a peur de subir des représailles. Quand je quitte la maison, je ne rentre jamais aux mêmes heures. Et j'utilise toujours des trajets différents. Je me protège, mais je vis dans la peur en permanence. Ces derniers jours, de nombreux collaborateurs ont été exécutés par les factions armées dans les territoires palestiniens. En voyant ces images, notre homme ne peut s'empêcher de craindre qu'on vienne se venger, même chez lui, en Israël. Il s'inquiète aussi pour ses parents, restés en Cisjordanie, où il ne peut plus se rendre. Si aujourd'hui j'étais un Palestinien des territoires et que les Israéliens me proposaient de travailler pour eux, cette fois je refuserais. Car Israël n'assure pas assez la sécurité de ceux qui coopèrent. Dépendant de l'État, il ne critiquera pas plus les Israéliens. Il répète être sûr d'avoir bien agi, qu'un État palestinien n'est pas la solution et que seul Israël doit contrôler la région.
L'Afghanistan avec deux informations importantes. D'abord, une nouvelle attaque de combattants d'Al-Qaïda contre des soldats américains et alliés. Elle s'est déroulée sur l'aérodrome de Khost, non loin de la frontière avec le Pakistan. Il y aurait un blessé grave côté américain. Ensuite, cette découverte dans une grotte fouillée récemment à l'occasion de l'opération Anaconda du matériel électronique appartenant à un soldat américain tué en 1993 en Somalie. Découverte qui confirme donc les ramifications du réseau Al-Qaïda. En France, ce sont maintenant les juges financiers qui sont en pointe dans la lutte contre le terrorisme. Perquisition aujourd'hui dans la ville lacanoise d'un des demi-frères d'Oussama Ben Laden. La justice enquête sur un blanchiment d'argent au profit peut-être du réseau. Michel Fine, Olivier Théran. C'est une villa cossue sur les hauteurs de Cannes. Son propriétaire s'appelle Yeslam Ben Laden. C'est le demi-frère d'Oussama Ben Laden. Les gendarmes ont perquisitionné sa villa à la mi-journée pendant 3 heures et sont repartis avec des sacs et des cartons de documents. Yeslam Ben Laden, 51 ans, officiellement un homme d'affaires d'origine saoudienne, de nationalité suisse. À Genève, il est à la tête d'une énorme holding. Rien à voir, affirme-t-il, avec son frère Oussama. Je suis sûr. Et à ma connaissance, il n'y a personne de la famille qui a de contact avec lui. De nombreux observateurs du système Ben Laden soupçonnent le contraire. Depuis quelques mois en France, le juge Renaud Van Ruymbeck est chargé d'une enquête pour blanchiment qui vise les sociétés de Yeslam Ben Laden. Il a découvert des flux financiers suspects. Mais les liens éventuels avec l'organisation d'Oussama Ben Laden seront très difficiles à prouver. Pouvoir établir que des banques ou des intermédiaires connus pour être des soutiens très privilégiés d'Al-Qaïda, établir que ces banques-là ont reçu des avoirs importants de la famille Bin Laden jusqu'à une période très récente, déjà ça, ce serait un pas énorme de franchi. Renaud Van Ruymbeck va étendre ses investigations à la Suisse. C'est le début d'une très longue enquête. À propos de justice financière, le Conseil supérieur de la magistrature a donné son accord aujourd'hui à la mise en disponibilité d'Eva Joly, qui conseillera désormais le gouvernement norvégien, et d'Eric Alphen, que nous avions reçu ici même. Le départ de ces deux magistrats illustre le désenchantement, voire le découragement d'une partie de la profession. Nous avons cherché à savoir ce qu'en pensent les futurs juges, les étudiants de l'École nationale de la magistrature à Bordeaux. Reportage Stéphane Bretner, Pascal Caron. C'est clair, ce qui est intéressant, ce serait de savoir la taille, combien mesure la mise en examen. Dernier exercice avant le grand bain, un cas pratique de reconstitution. Dans quelques semaines, ces futurs magistrats seront juges d'instruction. 3 ans de formation pendant lesquels ils ont entendu 100 fois le même mot, le mot pression, mais pas forcément celle dont parlent Eric Alphen ou Eva Joly. Le juge d'instruction est assez seul. Il subit, il est dans un système de pression de toutes parts, c'est vrai, la pression qu'il s'exerce lui-même aussi, savoir s'il va rendre de bonnes décisions, s'il a une certaine exigence personnelle vis-à-vis de son métier. La pression, elle n'est pas forcément extérieure. Qu'est-ce que le métier de juge? Ils n'en ont encore qu'une petite idée. S'agit-il des dossiers ultra sensibles d'Eric Alphen? Pas seulement, répondent-ils. Sur 7000 magistrats en France, seulement quelques-uns des magistrats ont des affaires que vous appelez médiatiques, et que pour la grosse majorité, nous traitons un contentieux normal. Tous sont conscients de leur futur pouvoir et des conséquences de leurs décisions, et quand on a à peine 30 ans, ce n'est pas toujours évident. On est seul face à son dossier, on peut avoir de l'aide, on peut avoir des conseils, mais la décision, c'est toujours nous qui la prenons. Je crois que, moi j'ai déjà réfléchi à ça, quand on appose sa signature en bas de documents, c'est vraiment qu'on cautionne ce qu'il y a au-dessus. Et ça ne doit pas toujours être facile, et parfois ça doit même être assez lourd. Ces jeunes magistrats auront surtout à enquêter sur des cas de maltraitance d'enfants ou de voleurs de voitures. Mais se préparer à cette réalité ne veut pas dire oublier son idéal, celui, disent-ils, d'une justice sereine et impartiale. En bref, l'horizon judiciaire de Bernard Tapie s'éclaircit. L'homme d'affaires obtient un non-lieu dans un dossier de tentative d'escroquerie présumée sur des faux tableaux. On le soupçonnait d'avoir inclus des fausses toiles de maître dans le mobilier donné en garantie au Crédit Lyonnais. La justice lui a donc donné raison. Bernard Tapie reste toujours mis en examen par ailleurs pour banqueroute. À Paris, l'ouverture du procès de 23 policiers ou anciens policiers et agents du fisc. Ils sont accusés d'avoir vendu à des officines privées des informations confidentielles issues précisément des fichiers de la police ou des impôts. Le procès se termine vendredi.
À Saint-Herblain, près de Nantes, un vigile de l'hypermarché Auchan est toujours entre la vie et la mort. Le magasin a fait l'objet d'une attaque digne d'un commando. Lundi soir, une quinzaine de personnes cagoulées ont fait irruption et lancé des cocktails Molotov. On ne l'apprend qu'aujourd'hui. 400 personnes ont participé à une marche silencieuse tout à l'heure. Christelle Bertrand, Olivier Flavien sur place. Aujourd'hui, il reste encore quelques traces provoquées par les cocktails Molotov. C'est ici que lundi soir, un agent de sécurité a été grièvement brûlé. Une demi-heure avant la fermeture du magasin, une quinzaine de personnes cagoulées et gantées a attaqué ce comptoir d'accueil où se trouvaient 5 vigiles. L'un d'entre eux glisse et tombe en tentant d'éteindre le début d'incendie. Alors qu'il est encore à terre, il est frappé au visage avec des barres de fer. Avant de s'enfuir, les individus cagoulés jettent un dernier cocktail Molotov. Il atterrit sur le vigile, déjà blessé. Ce matin, dans la galerie marchande, le personnel du magasin et les commerçants sont encore choqués. Ils ont décidé de défiler en silence pour marquer leur solidarité et leur réprobation. On l'aime bien, on l'aime et on travaille ensemble depuis des années. On a beaucoup de peine surtout. Il faut que cette insécurité cesse. Au même moment, la police interpellait 9 personnes, dont 2 mineurs. Le 8 mars déjà, des individus aussi cagoulés s'en sont pris aux portes d'entrée. Pour une raison encore indéterminée. Ces derniers temps, la violence est montée d'un cran. On avait affaire plus à une délinquance que j'appellerais la jeune délinquance, quoi. Bon, avec surtout des agressions verbales, mais très peu d'agressions physiques et très légères, etc. Bon, mais jamais nous aurions pu nous imaginer, si vous voulez, ce qui est arrivé là, quoi. Ce soir, l'état de santé de l'agent de sécurité est toujours préoccupant. Maintenu dans un coma artificiel, il est brûlé à 70%, souffre d'un double traumatisme crânien et de multiples fractures à la mâchoire. La violence à l'école maintenant avec cette nouvelle campagne sur le respect qui démarre aujourd'hui. Juste avant ce fait divers dont on a pris connaissance il y a quelques heures, 2 collégiennes de 13 et 14 ans ont été mises en examen pour avoir torturé une camarade. Leur victime, une autre collégienne, a été retrouvée le corps lacéré par des tessons de bouteilles et couvert d'hématomes. Elle aurait perdu 2 litres de sang. Les enquêteurs s'interrogent sur le mobile. Ils évoquent une vague histoire de rivalité amoureuse. On n'en sait pas plus pour l'instant. Les derniers films donc de cette campagne pour le respect, jusqu'à présent ils étaient réalisés par des professionnels. Cette fois les élèves eux-mêmes en ont écrit le scénario et l'ont joué devant les caméras. Ils étaient reçus aujourd'hui au ministère de l'Éducation. Nicolas Lemarinier, Nathalie Gallet. La recette du respect. C'est comme quand on apprend à faire du vélo, il faut apprendre tout petit, autrement, quand on est grand, ça n'y arrive plus. 3 spots imaginés et écrits par les lycéens. Thème, le respect et le manque de respect qu'ils vivent tous les jours. La sonnerie sonne, en effet, il y en a qui se lèvent sans même dire au revoir ou sans même que le prof ait autorisé l'élève à se lever. Moi, quand je suis sur le terrain, je respecte les joueurs et le prof. Les vedettes, les lycéens eux-mêmes. Quand j'ai le ballon, c'est pour le mettre dans le panier. Et pas dans la tête de mes adversaires. Ça vient quand même des élèves, donc on se sent plus concerné. C'est nous, en fait. Et puis, il n'y a pas besoin d'être une star pour attirer l'attention. École, 7 points, à toi. Moi, je pose respect. Ça me fait 42 points. Il faudrait que ça marque, il faudrait vraiment un truc qui nous choque et qui pourrait faire bouger les choses, quoi. Tous on est contents, on est là, on a participé, mais en vrai je sais pas si tous on applique vraiment ce qu'on veut faire passer. Car si la leçon est bien apprise, reste maintenant à la mettre en pratique. Ça n'est pas le plus facile. Politique, la suite du feuilleton sur les propos de Lionel Jospin relatifs à l'âge de Jacques Chirac. Le Premier ministre, on l'a entendu hier, s'était dit désolé qu'ils aient été rendus publics. Réponse de Jacques Chirac tout à l'heure chez nos amis du 19-20 sur France 3. Toute attaque personnelle n'est pas digne d'un débat démocratique. Fin de citation. Le coup de gueule de Corinne Lepage, la candidate a du mal à obtenir les 500 signatures. Elle dénonce les menaces, les chantages et les pressions et remet en cause le système. On l'écoute. Le législateur a prévu que le mode de choix des candidats à la présidentielle était 500 signatures de maires. Ça ne veut pas dire que les maires votent pour les gens auxquels ils donnent leur parrainage. Ça veut dire qu'ils souhaitent simplement qu'ils puissent s'exprimer dans le débat électoral. Alors, si
cette expression est interdite, alors disons tout de suite que nous sommes dans un État totalitaire. S'il ne faut que 2 candidats et un deuxième tour à la place du premier, disons-le tout de suite et barrons le premier tour. Et s'il faut un plébiscite, eh ben, ce sera encore plus facile peut-être. Et au chapitre, petite phrase, à noter ces propos d'un autre candidat écologiste, Noël Mamère. Si je fais moins de 5% des voix, je reprends le journalisme. La campagne d'Olivier Besancenot maintenant, campagne difficile. Le candidat de la Ligue communiste révolutionnaire est crédité de moins de 1% d'intention de vote par les sondages. Émilie Lançon, Frédéric Bonne. C'est certainement le seul candidat à la présidentielle à voyager en seconde classe. Mais Olivier Besancenot le dit lui-même, ses déplacements sont à l'image de sa campagne, une campagne de seconde classe. On a un budget de 5 millions de francs, c'est-à-dire l'équivalent simplement du local du RPR pour leur campagne présidentielle. Voilà, ça donne un peu un ordre d'idée. Une télévision locale à Annecy. On fait avec les moyens du bord. Olivier Besancenot doit se maquiller tout seul. Bon, j'aurais tout fait. À 27 ans, Olivier Besancenot est en tout cas le plus jeune candidat à la présidentielle. Et cela fait déjà 12 ans qu'il milite à la Ligue communiste révolutionnaire. Il en fallait un anonyme qui se bat pour les anonymes. Eh bien, il est là avec nous, donc il s'agit d'Olivier Besancenot pour... La révolution, pour lui, ce n'est pas une idée ringarde, mais l'esprit des antimondialisations de Seattle ou Gênes. Donc la révolution, c'est du bon sens, c'est vouloir remettre un monde qui tourne complètement à l'envers, vouloir le remettre à l'endroit, c'est-à-dire que la majorité de la population ait enfin accès au pouvoir, tout simplement. Et pour en convaincre chacun, le jeune facteur de Neuilly multiplie les meetings. Ni notes, ni pupitres, mais une improvisation toute militante. Nous, on pense que ça devrait être une évidence quand on se dit de gauche, de vouloir faire passer les travailleurs d'abord et pas les actionnaires. Ça devrait être une évidence quand on se dit de gauche, de faire en sorte que notre avenir à tous soit pas coté en bourse. Un sens de la formule et un programme qui séduisent les camarades. J'ai découvert un vrai orateur qui avait beaucoup de talent, beaucoup de conviction. Je suis assez étonné. Il résonne plus en termes mondiaux qu'Arlette Aguillet qui cantonne tout à la France, j'ai l'impression. Principal souci pour Olivier Besancenot, exister à côté de l'autre candidate et star du trotskisme, Arlette Laguiller. Et comme chaque soir, la campagne maintenant telle que vous la vivez, nos carnets de campagne, aujourd'hui chez de jeunes fêtards. Ils sont lycéens ou étudiants, ils se retrouvent dans cette boîte de nuit près d'Auxerre. Carnet de campagne signé Daniel Wolfram, Emmanuel Beck. Qu'est-ce que vous pensez de la campagne électorale ? Personnellement, je trouve que on voit essentiellement que 2 candidats. On a l'impression que la présidentielle, c'est 2 candidats et c'est tout. Alors qu'en fait, c'est pas vrai. Une bande de copains le samedi soir en boîte, quoi de plus normal, un rituel depuis 3 ans, ils se retrouvent ici entre funk et techno. Mais une fois n'est pas coutume, ce soir, ils veulent parler de politique. Moi je pense que comme toutes les élections présidentielles, il y a une période qui m'énerve, c'est la période où on se tire dans les pattes en fait. La période où on critique plus l'autre parti, qu'on fait avancer avec des projets en fait. Je souhaiterais entendre qu'ils parlent plus des jeunes, de l'éducation. Pourquoi ? Là, il y a une réforme du nouveau bac et je pense qu'elle ne correspond pas du tout et ils ne parlent pas de l'éducation. Ce serait plutôt aussi sur les emplois jeunes. En fait, ils ont un contrat de 5 ans et puis après, bon, on ne sait pas du tout ce qu'ils vont faire. Donc en fait, c'est surtout aussi pour eux. Parce que bon, c'est des futurs chômeurs. Donc si on ne prend pas en compte ce qu'ils vont faire plus tard, en gros, ça ne sert à rien. C'est de l'argent gaspillé pour rien. On entend la même chose depuis des décennies, quoi. Et il faudrait peut-être un peu évoluer en même temps que... on est quand même en 2002, il faudrait évoluer avec le temps, quoi. Donc, très concrètement, vous voudriez aborder quoi ? L'insécurité, on a aussi les problèmes d'environnement, le social... On les dit égoïstes, individualistes, apolitiques, au contraire, ils attendent beaucoup des gouvernants. L'État veut qu'on fasse plus d'études, des études plus longues. Mais à ce moment-là, aidez-nous concrètement, qui nous donnent des aides, des vraies aides, des bourses, des vraies bourses. Et ça, on n'en parle pas dans la campagne. Moi, personnellement, je n'en ai pas entendu parler. Bon, je suis pas scotché après les médias non plus. Ça fait quand même pas mal d'élections qui se passent en France. Et quand on regarde les taux d'abstentionnisme, c'est énorme. Vous allez voter, vous, par exemple ? Vous avez l'impression que vous allez voter, là, pour l'instant ? Ils n'ont plus confiance aux hommes politiques. Parce que maintenant, ils disent toujours la même chose et ils n'agissent pas. L'abstention est bien cette rupture entre le langage politique et l'opinion, un mouvement de fond qui minera peu à peu la démocratie, si ces jeunes générations déçues ne sont pas davantage convaincues par les campagnes électorales.
Lâchez-vous, lâchez-vous. Lâchez-vous, oui, pour aller voter. Suite de nos carnets demain. Un énorme fracas dans le silence de l'Antarctique. Imaginez une calotte de glace grande comme le Luxembourg ou la moitié de la Corse qui se disloque et s'effondre sur elle-même. C'est ce que les scientifiques ont observé donc le mois dernier. Conséquence selon eux du réchauffement de la Terre. Explication Béatrice Blondeau. Un gigantesque glaçon plus vaste que le Luxembourg. Un iceberg géant de 220 mètres d'épaisseur, aussi haut qu'un building. Son nom, Larsen B, 3200 km² de banquise disloquée, aujourd'hui à la dérive. Sur cette première photo satellite, la banquise est entière. Puis après, sur ces images, on voit qu'elle se disloque. Pour les scientifiques, ce phénomène n'est pas une surprise. En 5 ans, Larsen B a déjà perdu 40% de sa surface. Dans l'immédiat, pour les spécialistes, pas de danger que le niveau des océans monte. Et lorsque le glaçon aura fondu, eh bien le volume total d'eau n'aura pas changé. On aura exactement le même niveau d'eau. Et c'est ce qui se passe en fait dans l'océan lorsque ces icebergs, ces plateformes de glace vont fondre dans l'océan. En 100 ans, la température a augmenté de 2 degrés dans la zone. D'ici la fin du siècle, les scientifiques prévoient une montée du niveau des océans d'une 50aine de centimètres, à condition que les calottes glaciaires fondent en même temps, une hypothèse toujours à l'étude. Caprice de la nature toujours avec cette tempête de sable qui a coloré Pékin aujourd'hui. D'après les autorités chinoises, c'est la plus violente depuis 10 ans. Les météorologues l'attribuent aux chutes de neige, aux conséquences des faibles chutes de neige qui ont été plus faibles que d'ordinaire cette année. Cinéma avec la sortie du nouveau film de Manuel Poirier, Les femmes ou les enfants d'abord. Manuel Poirier, c'était le réalisateur de Western. Il retrouve son acteur fétiche, Sergi Lopez, pour une comédie optimiste. La vie d'une famille paisible dont le quotidien va être bouleversé par le retour d'une ancienne petite amie. Marie-Jo Jouan, Bernard Puissesseau. À quoi peut donc penser un homme marié, père de famille au milieu de sa vie? Comme dirait Johnny, l'envie d'avoir envie, d'aller voir ailleurs. Comment concilier l'amour, les femmes et les enfants? Jérémy, arrête. Tu m'arrêtes, c'est un coup de singe. Un coup de singe? Sujet banal? Pas vraiment, quand le quotidien est décortiqué par Manuel Poirier et son acteur fétiche, le catalan Sergi Lopez. 10 ans d'amitié, lycée de là. Plutôt tendance famille, je vous aime. Les femmes ou les enfants d'abord, tu dis, ah tiens, il y a un truc léger, peut-être pas frivole, mais léger. Et alors que de toute façon, c'est un film de Poirier, donc quand tu rentres dans le film, il finit par parler des choses profondes, et puis pas s'empêcher. C'est comme ça. Il ne faut pas culpabiliser. L'important, c'est d'avoir le tempérament. Le tempérament d'une maman pour le maman, le tempérament d'un papa pour le papa. Le quotidien, c'est ce qui peut générer une imagination ou une magie absolument incroyable, quoi. Quand on regarde les... Je sais pas, dans le regard d'un enfant ou dans le regard d'une femme, on peut voir la mer, on peut voir le ciel, l'imaginaire il est entièrement libre et il est sans limite, quoi. Une ode doucement ironique à la famille, ses joies, ses tyrannies, mais aussi à l'amitié. Des copains, des vrais, comme dans Western, prix du jury à Cannes en 1997. Tout va bien? Mais arrêtez maintenant, c'est sérieux. Hein. Contrôle d'alcoolémie, monsieur. Des héros ordinaires, pour dire tout simplement... Que le bonheur est possible, absolument, que le bonheur est possible. Ouais. Quand même. C'est bien, ça. Cinéma toujours avec la mort de Patrick Schulman dans un accident de voiture. Patrick Schulman était le réalisateur de Et la tendresse bordel en 79, de Prof aussi en 85, mais aussi compositeur pour des auteurs comme Georges Moustaki ou Serge Reggiani. Et puis il avait collaboré également à notre magazine Envoyé spécial. Sport, l'image qui a fait plaisir à tous les amateurs de football. Le retour sur le banc de Liverpool de l'entraîneur Gérard Houllier après son opération à cœur ouvert à la mi-octobre. Et celui qu'on surnomme le porte-bonheur du club n'a pas failli à sa réputation. Son équipe l'a emporté 2-0, dont ce but de Heskey que vous allez découvrir. Liverpool est qualifié du coup pour les quarts de finale de la Ligue des Champions. C'était face à l'AS Rome. Fin de cette édition, à suivre la météo Patrice Drevet, c'est donc le printemps, l'info sur France 2, 1h, dernier journal Laurence Piquet, dès 6h30 Télématin, Françoise Laborde recevra Martine Aubry au 4 vérités. On se quitte avec ces images de la doyenne de l'humanité, elle est japonaise, elle a fêté aujourd'hui ses 114 ans. Bon anniversaire madame, à demain.